Bon, bonjour, j'espère que vous vous entendez. Donc, avec retard, je vais essayer d'être pas trop long et donc de vous présenter cette communication en fait sur portrait de ville confiné, sur cartophonie en 4 minutes 33 secondes. En fait, je vais partager mon écran parce que j'avais le projet de venir, mais bon, étant donné la pandémie, j'ai dû me mettre en isolement, voilà, donc ça va un peu mieux. Et du coup, je vais partager mon écran alors que je pensais évidemment utiliser le site Cartophonie pour naviguer. Bon, en fait, je voulais présenter en 3 points hein, les choses. D'une part, un peu revenir un peu sur ce qu'on fait, ce qu'on travaille dans la dimension sonore. Je suis de formation architecte et urbaniste et donc rappeler quelques points relatifs à ça. Ensuite. Montrer un petit peu le fonctionnement de Cartophonie et puis parler de cette opération de 4 minutes 33 pendant le confinement et en tirer 2-3 éléments. Donc je vais partager mon écran, vous me dites si ça va. Voilà, espace sonore, donc le titre fait appel à cette expérience de confinement, mais évidemment il ne s'agit pas seulement de ça c'est une manière de faire qui avait été... qui nous avait occupé pendant quelques moments entre mars 2020 et avril 2020. En fait, la question qui m'intéresse particulièrement, je pense que vous avez entendu Jean-François Hideyar avant, mais je ne sais pas, c'est cette question d'une acoustique qualitative, en tout cas, qui nous intéresse du point de vue de l'architecture, de l'urbanisme, du point de vue de l'habitant et des amateurs d'ambiance, en tout cas des promeneurs, pour entendre aussi bien que regarder ce qui les entoure, ce qui fait ambiance en quelque sorte. Et généralement, l'enregistrement, l'écoute des espaces urbains a permis beaucoup de porter une attention plus qualitative sur les villes et l'architecture et en fait sur les tonalités, on peut dire ça comme ça, des lieux, des espaces. Pour ma part, plus particulièrement, j'avais commencé ce travail autour de la question des espaces publics. Dans les années fin des années 80, donc qui était motivante puisque en fait qu'est-ce qu'un espace public quand on l'écoute, quand il n'est pas seulement une chose que l'on regarde, était une manière de faire comprendre aussi que par le sonore se partage un espace publiquement, en tout cas un temps et un espace, et donc cette dimension de l'écoute des espaces publics a été longtemps une préoccupation et l'est toujours. Il y a eu beaucoup de travaux autour de ces questions-là. Autour du répertoire des effets sonores, mais aussi d'autres éléments ont intéressé beaucoup au laboratoire, hein, justement cette question des échanges sonores en public, des sonorités qui sont propres au monde ambiant, des questions même de territoires à entendre ou de figures de l'écoute, hein, de l'habitant à l'écoute, et aussi de la mémoire à long terme ou à court terme des lieux qui sont habités. Et puis aussi, évidemment, concevoir avec les sons, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça entraîne, sont des questions qui nous traversent. Donc, depuis que le Cresson a travaillé sur les effets sonores, c'est vrai que la pratique d'enregistrement a accompagné un grand nombre de recherches et d'études dès la fin des années 70, c'est-à-dire à sa création. Et donc, à travers les différents contextes qui sont abordés en matière d'espace urbain, d'espace construit, il est évident que la question de la facture des milieux sonores est aussi influencée par les dispositifs, les morphologies urbaines, les manières de s'y déplacer et tous ces éléments-là. Donc, il est vrai que
La question des effets sonores. Hop, pardon. La question des effets sonores nous a permis d'aborder des détails parfois d'éléments dans des quartiers, dans des morceaux de villes d'ordre très différencié selon les dispositifs, et a permis de dégager certaines régularités ou certaines propriétés qui font interagir à la fois donc les configurations spatiales et les productions ou les activités ou les implications, on peut dire, habitantes. Donc il y a là évidemment un point extrêmement sensible, difficile à faire, à transmettre, et en même temps qui accompagne donc la vie de tous les jours. Et c'est sur ce plan-là que nous nous intéressons du point de vue de l'urbanisme, du point de vue de l'architecture, à ces configurations sonores. Tant qu'à dire encore qu'on rencontre des situations tellement diverses et variées qu'en dresser un portrait, comme le titre du colloque le suggère, est quelque chose qui est fort difficile, à travers ces fragments, on appelle souvent ces éléments des fragments, finalement, des fragments de vie urbaine, des fragments sonores. C'est aussi donner à entendre, mais aussi comprendre comment se configurer en même temps que les écoutes, l'action, c'est-à-dire l'implication dans ces milieux sonores que nous habitons. Donc à partir de ces différents éléments, nous avons beaucoup travaillé, en tout cas du point de vue de l'architecture, sur les dispositifs propres à ce qu'elle fabrique, qui, par exemple ici, s'intéressent à des liaisons, à des articulations, à des espaces de limite, ou à des formes d'inclusion dans lesquelles l'écoute est orientée, ou en tout cas modifiée par ces types de configurations. D'ailleurs, ça nous a amené à justement, petit à petit, à nous intéresser, par exemple, à un point d'écoute particulier, celui de la fenêtre, du balcon, ce que l'on entend à travers ces éléments aussi banals qu'un balcon, une loggia, une terrasse, quelque chose qui est plus ou moins haut, plus ou moins bas, donne à entendre aussi bien qu'à voir quelque chose, et c'est vrai que cela nous intéresse parce que peut-être que du point de vue de l'architecture, c'est aussi réfléchir à des morphologies ou à des matérialités qui permettent de modifier, de donner plus de variation à ces écoutes d'un point de vue ou d'un point d'écoute plus particulier. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que, en travaillant sur cette matière sonore, récemment, un travail a conduit à essayer de fabriquer un outil d'aide à la conception qui articule en fait des éléments morphologiques, mais aussi des éléments sonores, pour essayer d'entendre ce que l'on met en forme, en volume spatial, sans faire une simulation, justement, comme certains outils le permettent, qui coûtent en général très cher, mais plutôt en termes plus intuitifs, pour justement se dire quel genre de sources sonores, quels éléments sont émergents, quels positionnements sont favorisés par tel ou tel dispositif, et entendre finalement ce qu'il se produit à l'oreille lorsque l'on manipule ces données-là. Voilà pourquoi tous ces éléments, ces connaissances sur les études in situ, les enquêtes, les mesures, l'ensemble des enregistrements qui sont des éléments non pas seulement de représentation, mais aussi des éléments qui font référence en quelque sorte pour nous, parce que c'est difficile de faire référence à du son simplement en l'évoquant par le verbe, et l'idée d'avoir une trace sonore, même si elle n'est pas totalement représentative, est quelque chose qui permet d'évaluer un petit peu la portée des choses.
Voilà, ça c'est un type de travail très, par exemple sur qu'est-ce que c'est qu'entendre depuis un balcon, que se passe-t-il quand je suis au fond, au milieu, si le dispositif est en double hauteur, est-ce qu'il donne sur une rue, sur un parc, sur quelque chose de plus végétalisé, est-ce que je peux m'asseoir, si je peux me mettre derrière une paroi, etc. Tous ces éléments vont produire parfois des changements minimes, infimes, et en même temps permettent de générer une posture, hein, c'est le cas de le dire, corporelle, par rapport à ce que j'entends, à ce qui m'est proposé d'entendre. Et sachant qu'aussi que voilà, le balcon, la fenêtre est un élément de production du son, puisque c'est un lieu où on peut s'installer, vivre, échanger, manger, etc. Donc avec la rue, cette idée de porosité entre le dedans et le dehors passe à travers ces balcons et ces fenêtres. Bon, voilà un petit peu les éléments, je passe rapidement là-dessus. Je travaille aussi à des échelles très petites pour peut-être configurer ou portraitiser l'expérience sonore, hein, entre deux, par exemple ici entre deux salles, deux espaces, comment créer une espèce de transition sans porte, juste par un élément très, comment dire, absorbant. Est-ce que ces éléments-là sont pas inintéressants pour réarticuler des lieux qui sont souvent très ouverts et qui ne permettent pas de distinguer des parties ou des changements entre ces différents lieux. Vous voyez l'enjeu, là, pour moi, il est aussi de traduire dans l'espace ce que l'on fait avec les sons, et pour cela, on a beaucoup appris tout au long du travail au sein du laboratoire et avec toutes les gens qui s'y intéressent à ces formes de variation. Alors, c'est vrai que Cartophonie, je voulais d'abord évoquer ce site qui est une espèce de voilà, de carte sonore comme il en existe d'autres par le monde, que ce soit Aporé ou d'autres encore, qui avaient été déjà évoqués lors d'un précédent colloque en septembre à Paris par Pauline Nadoni. Donc j'avais déjà parlé de Cartophonie qui en fait est née d'ailleurs d'une exploration sur un territoire d'une ville nouvelle qui s'appelle l'île d'Abo, entre Grenoble et Lyon. Et cette ville nouvelle qui s'étend sur 20 km, comment en saisir certains aspects sonores, comment elle se présente sous ces différents aspects, sachant qu'elle est traversée par autour d'une vallée qui est une autoroute, une voie ferrée, et donc c'est ce que les urbanistes ont appelé un archipel urbain, c'est-à-dire différentes pôles qui sont reliés par des voiries et donc qui sont voilà, censés créer la ville à la campagne. Donc la question initiale que nous avions proposée, c'était un appel d'offres autour du patrimoine, mais donc j'avais proposé simplement de dire qu'est-ce que c'est que le patrimoine sonore d'une ville nouvelle, mais en entendant patrimoine, non pas autour de la question uniquement de repères qui auraient une valeur reconnue du point de vue de leur histoire, etc., mais plus aussi d'éléments qui sont remarquables ou qui caractérisent des formes d'expérience particulières dans ces territoires-là. Et en fait, on était confronté à quelque chose d'énorme en même temps, et donc dans l'impossibilité justement d'en dresser un portrait, mais par contre d'en recueillir un certain nombre de fragments qui illustrent, d'un point de vue sonore, les différentes situations d'écoute rencontrées, sans être exhaustive bien sûr, mais
qui nous ont interpellés, puisque lors de ce travail, il n'y a pas eu d'enquête préalable, contrairement à beaucoup d'autres travaux. Nous avons exploré, ratissé, quadrillé le territoire en marchant, en écoutant, pour essayer d'en extraire certains éléments que nous trouvions remarquables, alors que ce soit du point de vue du rapport à des éléments naturels, des rapports industriels, des routes, mais aussi des activités proprement humaines, sociales, comme justement des espaces publics ou des occupations d'espaces publics un peu particulières selon leur échelle. Donc c'est un travail très exploratoire, mais qui cherchait à établir justement cette idée de cartophonie, c'est-à-dire quelque chose, non plus une cartographie seulement, mais quelque chose qui s'entend dans l'espace et que l'on peut resituer. C'était aussi à cette époque, 2006-2008, les débuts de la géolocalisation, donc c'est vrai qu'on a profité de ces possibilités pour situer en quelque sorte ces prises de son au mieux, avec la précision qui permet de revenir un petit peu sur les conditions. Donc le principe de cartophonie, c'est différents types de signatures sonores, on peut dire, prélevées dans ces territoires, qui visuellement, là, ici, traduisent des structures, des éléments qui sont, comme vous le savez, ici, ce sont des densités spectrales, donc les fréquences plutôt graves vers le bas, le temps s'écoule vers la droite, et puis vers le haut, c'est plutôt les aigus. Les traces que l'on voit figurer représentent des objets sonores qui s'étalent dans le temps et dans les fréquences avec plus ou moins de force. Et en fait, c'est un travail un peu systématique qui, à travers des fiches descriptives, des sonogrammes, des mesures, etc., permettent de dresser un état donné qui nous paraissait remarquable. Alors, c'est une enquête qui peut être infinie, évidemment, mais c'est à partir de là que Cartophonie est née et qu'il a permis de rassembler l'ensemble des prises de son qui ont été réalisées au sein du laboratoire pour les rendre accessibles sur ce site, qui est désormais hébergé d'ailleurs sur le site du CNRS, pour ce qui concerne toutes les données sonores, images, etc. Et qui vient d'être d'ailleurs complètement on l'a complètement revu là, il est tout neuf, pour des raisons d'interface qui n'étaient plus, qui ne marchaient plus, et du coup il a été entièrement revu, surtout aussi pour faciliter le dépôt, la proposition de dépôt de son, la possibilité de faire figurer des trajets, ce qui n'était pas possible avant, etc., et une meilleure fluidité. Le principe, c'est d'avoir, comme on le voit ici, ce sont des extraits d'écran, puisque je ne pouvais pas faire de navigation directe, là. Par exemple, ici, c'est un travail qu'on a fait sur les jardins en bord de route, en bord d'infrastructure, en fait, pas seulement des routes, ça peut être aussi des voies ferrées, et donc des jardins familiaux qui ont justement des atmosphères sonores assez étranges, assez particulières, puisque à la fois extrêmement exposées à ce qu'on pourrait appeler effectivement des nuisances, qui sont à la fois de la pollution de l'air, la pollution des niveaux de bruit quand même assez importants, et bien en fait, en même temps, il y a cette fragilité qui ici occupe le terrain et qui en même temps l'occupe bien, puisque en fait, on a fait vraiment des investigations, alors pas seulement en France, mais aussi au Portugal, même aux États-Unis, de ces différents types d'occupation de jardins familiaux en bord d'infrastructure, parce que c'est pas quelque chose qui est propre à la France, on trouve ça dans beaucoup d'endroits du monde, et là, on avait voulu montrer justement comment même parfois des éléments sonores assez ténus qui sont liés au jardinage deviennent des sortes de marqueurs particuliers qui viennent transformer un petit peu le rapport aux autres sons, enfin dans une certaine mesure en tout cas,
ce que les enquêtes montraient, c'est que les jardiniers étaient plongés dans cet univers et tentent à oublier en quelque sorte la proximité de l'infrastructure qui est juste à côté et qui est pourtant extrêmement virulente. Donc le principe, c'est de faire des fiches, d'avoir des éléments photographiques qui rendent compte un petit peu de la situation spatiale et sociale pour expliciter un petit peu pourquoi les choses s'entendent ainsi, quoi. C'est un peu le principe de cartophonie, c'est d'avoir ces métadonnées, comme on dit, qui permettent de préciser pourquoi cette prise de son là se présente ainsi et quel est son intérêt, qu'est-ce qu'elle nous montre. Bon, c'est un petit peu pédagogique en quelque sorte, mais c'est aussi pour dresser une mémoire des lieux qui d'ailleurs vu que Cartophonie existe depuis 1980, 2006, mais qui prend des éléments sonores des années 80, eh bien c'est une véritable histoire aussi, puisque certains lieux se sont transformés totalement, ont disparu, ont été bâtis. Et en fait, là, on a quelque chose voilà, qui est figé dans le sonore, mais qui n'existe plus parfois. Donc c'est aussi cette dimension mémoriale, donc je ne peux pas prévoir les usages, mais qui pourrait être aussi intéressante quand on s'intéresse à des territoires en transformation, en mutation, voilà. D'ailleurs, voilà un exemple pris pas loin de chez vous, c'est à Anvers. Si vous voulez aller un jour écouter les quelques sons, alors c'est enregistré, je crois, dans les années 94-95 par mon collègue Jean-Luc Bardine, un ethnographe sonore, il s'intitule comme ça. Il y a de très suggestifs fragments sonores qui illustrent ici justement les usages propres à l'univers portuaire. Jean-Luc Bardine avait fait aussi une approche systématique sur les gares. Donc là aussi, selon les dominantes fonctionnelles de ces espaces industriels ou de transport, toute la recherche à explorer en France et en Europe aussi, hein, donc là, voilà, ici en Belgique, en Italie, en France, en Espagne, différentes ports, villes portuaires, avec leurs atmosphères spécifiques, leurs langues, leurs pratiques, etc. Donc c'est voilà, vous avez l'occasion à Anvers d'avoir quelques éléments d'ailleurs qui sont toujours de très bonne qualité, parce que sur Cartophonie, il y a des enregistrements faits de toute nature, parfois. Ici, c'est fait avec avec des techniques assez professionnelles, on va dire. Et donc, ça s'en ressent dans le rendu sonore proprement dit. Donc, Cartophonie, c'est une base qui aujourd'hui compte à peu près 1055 sons exactement. Il ne devrait y en avoir plus parce qu'il y en a pas mal qui traînent, parce que c'est quand même assez long d'alimenter ces différents fragments ou portraits temporels, spatiaux, qui sont pris aussi maintenant un peu plus dans le monde. Alors dans certaines régions pas du tout, mais dans quelques-unes commencent à s'étoffer aussi au niveau de la couverture dans le monde. Alors là, j'en viens peut-être à la partie dont je voulais parler plus particulièrement. Je ne sais pas quelle heure il est 12h30. Donc, j'avais voulu profiter pendant le confinement de Cartophonie pour faire une expérience qui me tourne dans la tête depuis longtemps, c'est de faire des enregistrements simultanés dans le temps, dans différents lieux. Là, c'est présenté effectivement l'occasion unique, puisque tous les membres du laboratoire étaient emprisonnés chez eux, et
Il reste un bon quart d'heure. Ah bon, d'accord. Ok. Et donc, je peux plus enlever la. Oh, mince. Ils étaient captifs du confinement et l'idée de proposer finalement un format temporel d'enregistrement avec des heures données pour en fait saisir la ville telle qu'elle se présentait à nos oreilles à ce moment-là. Évidemment, il y a eu beaucoup de remarques durant beaucoup de dans la presse, dans les médias sur le changement sonore des villes à ce moment-là. Et en même temps, il y avait peut-être pas d'observation un peu systématique comme ça. Et alors cette tranche de temps, le 4 minutes 33, faisait référence, c'est un clin d'œil évidemment au format du silence de Nicolas Cage, qui est une durée en fait assez longue à réécouter en tout cas, et même à enregistrer. C'est 4 minutes 33, c'est là où on se rend compte que le format temporel d'un enregistrement à écouter a une importance, et en même temps ça permettait d'avoir cette attitude de suspension, un peu d'écoute de la ville telle qu'elle apparaissait en enregistrant depuis sa fenêtre, peu importe fenêtre, balcon, loggia, là où on habite, et tendre les oreilles et enregistrer ce qui se produisait. Cette simultanéité des enregistrements et des espaces d'écoute était mise dans le temps, entre 8h le matin, le lever, 11h, 14h, 17h, et évidemment le fameux 20h qui en France était le moment des hommages rendus au personnel hospitalier. Donc j'ai eu quelques réponses quand même, j'ai fait plusieurs campagnes, je crois que c'est 2 en mars et 1 en avril. Ah, comme j'ai pas de retour, non, effectivement, c'est peut-être le fil qui bouge, vous me dites si c'est mieux, je pense que c'est ça. Donc, je sais pas si ça va mieux, si je le tiens. Et donc, il y a eu 3 campagnes comme ça, puis en s'élargissant un petit peu, puisque j'ai profité aussi du réseau Ambiance, qui est un réseau international, et il y a eu quelques réponses, alors une en Nouvelle-Zélande, une aux États-Unis, en Grande-Bretagne, d'enregistrements qui ont répondu un petit peu à l'appel. Alors, par contre, tout le monde n'a pas évidemment respecté les consignes, puisque en tant que chercheur, vous savez, il y a des protocoles. Le protocole était défini justement de manière à avoir un mode de rendu à peu près similaire, mais évidemment, je ne pouvais pas savoir que tout le monde n'avait pas un dispositif d'enregistrement à portée de main, qui enregistrait avec son téléphone portable, qui avec ses... Voilà, il y avait beaucoup de vent parfois, donc c'est évidemment un matériau très très divers qui était récolté, mais néanmoins qui peut être intéressant. Alors, sur plusieurs points, c'est même si c'est difficile à exploiter, puis c'est très difficile finalement à rassembler les éléments, les coordonnées, GPS, les photographies, les éléments d'observation qui sont particulièrement intéressants, puisque ce qui était demandé, c'était d'enregistrer, mais aussi de noter et de donner finalement ce ressenti immédiat, in situ, parfois de comparer avec ce qu'il en était avant. Enfin voilà, il y a quelques éléments qui sont rédigés, qui accompagnent les fiches sonores et qui sont tout à fait intéressants. Donc notamment, même si c'est alors difficile à exploiter parce que c'est très long et voilà, et puis pas toujours complet, mais c'est vrai que ces degrés de porosité entre le privé et le public sont assez, selon les lieux et les types d'usage, sont vraiment très apparentes là à ce titre, puisque en fait le positionnement de la fenêtre entre l'espace public et l'espace privé donne justement parfois un point d'écoute
extrêmement en limite, quoi, de différentes choses, hein, des choses qui viennent de l'intérieur, qui viennent des voisins, des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent de très loin. Donc c'était cette espèce de point d'équilibre, on peut dire, entre ces différents éléments. Un constat d'une sorte d'élargissement et de la profondeur d'écoute, ça c'est très apparent dans beaucoup de remarques par les gens qui ont participé, c'est-à-dire que cette profondeur d'écoute, on se rend compte qu'on entend tout à coup une cloche à 2 km, alors qu'avant on ne l'aperçoit pas. On sent surtout cette profondeur comme quelque chose de réel, c'est-à-dire qui permet de se projeter plus loin dans l'espace. Il y a aussi des émergences non entendues habituellement, alors notamment des voisins, des choses de proximité, etc. Et évidemment, il y a aussi l'expression des 20 heures, qui en France était quand même un marqueur intéressant, qui là révèle alors toutes les dimensions, à la fois sociales et spatiales, à travers les modes d'expression, et donc qui sont véritablement des fragments assez intéressants, point de vue de l'instrumentation quasiment de l'espace urbain comme propagateur de ces expressions diverses et très variées. Il y a aussi quelques récits d'anecdotes locales qui sont très particulières, propres à l'espace habité, avec des personnages qui émergent ou des éléments de cette nature qui montrent que l'écoute, elle est aussi dans l'espace habité, parce que c'est l'espace propre, elle est aussi faite de ces références à des éléments que l'on connaît, que l'on a l'habitude, c'est le cas de le dire, d'entendre ou de repérer. Et puis, un autre point qui était intéressant, je trouvais, c'était la posture d'enregistrement et la place du preneur de son dans celui-ci. Ça, c'est aussi assez marrant de constater. Par exemple, certains se contentent de poser le smartphone sur la rambarde du balcon, puis de partir. Et puis ils reviennent au bout de 4 minutes 33. D'autres restent à côté, ils sont appelés au téléphone. Bon, bref, il y a tout un ensemble d'interactions qui se jouent. Et d'autres laissent les sons de l'intérieur se faire et ne cherchent pas à les gommer. Donc il y a cette question de qu'est-ce que je suis quand je suis preneur de son, comment je m'efface ou je prends place en même temps. Par exemple, dans les 20 heures, certains participent et sont eux-mêmes acteurs de cette expression-là, tout en même temps qu'ils l'observent. Donc, et puis d'autres, au contraire, disent ben non, je m'efface, et voilà. Donc il y a cette position évidemment très particulière à la prise de son qui a fait émerger aussi ces questions-là. Voilà, je crois que j'avais quelques exemples, mais je n'arrive pas à les faire défiler parce que voilà, non, il y a un problème de défilement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah, bon. Voilà, ce sont des exemples qui apparaissent sur Cartophonie quand il y a, par exemple ici 5 situations enregistrées à 5 heures différentes. Si on est à Metz, on peut entendre, et c'était un peu l'idée, se dire finalement plusieurs facettes à différentes heures, du même lieu, de la même fenêtre, du même endroit, même si on est évidemment dans une période de confinement, les sources sont rares, sauf quand il y a les émergences à 20 heures, mais il y a cette espèce de coupe temporelle sur un même point spatial qui pouvait être intéressante, voilà, du point de vue de la vie sonore d'un lieu. Ici, on voit le commentaire. Alors, ils sont assez brefs, parfois ils sont plus longs. Le paysage sonore est très contrasté. Après des applaudissements qui durent plus longtemps que ces derniers jours, on entend par 3 fois le niveau sonore descendre jusqu'à atteindre un silence radio, parfois y compris des oiseaux.
quelques derniers mots, quelques dernières voitures qui filent vers l'autoroute, plus rien d'autre, même si les fenêtres restent en partie ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi voilà, c'est ce genre de paradoxe entre voilà, les relations sonores et puis les dispositifs d'ouverture qui communiquent plus ou moins entre les habitants. Ici, on a à Saint-Denis, par exemple, un enregistrement des enregistrements qui sont intéressants parce qu'ils révèlent aussi l'intériorité propre du quartier. Il y a vraiment une espèce comment dire, d'entre-soi presque. D'ailleurs, les commentaires le disent. C'est quelqu'un qui fait des bises à je sais pas qui. C'est un tel qui voilà. Donc il y a une espèce de personnalisation des acteurs sonores du lieu dans ce type d'enregistrement qui révèle aussi la nature sociale du quartier ou en tout cas de la configuration abordée. Ici, des enregistrements qui ont été pris au 26e étage d'une tour à Grenoble aussi, c'est intéressant parce que finalement, la grande hauteur est certes un point de vue tout à fait remarquable, mais en termes phoniques, et ici il y a des surprises parce que finalement on entend aussi bien le voisin d'à côté, le balcon d'à côté, etc. Il y a des proximités qui sont importantes et en même temps une espèce d'élargissement total du territoire à l'oreille et qui s'élargit encore plus avec la diminution des bruits de fond qui était propre à cette période particulière. Et puis les échanges entre les différentes tours ou même les différents immeubles à côté sont assez marqués par des acteurs. On sait que c'est tel habitant à tel endroit, etc. Quoi. Donc il y a des choses comme ça qui émergent et qui montrent un peu à la fois c'est l'impact des configurations spatiales, sociales, etc., mais aussi finalement des états peut-être des moments, je n'oserais pas dire des portraits, mais de quelque chose qui synthétise la ville sonore et qui est au moins qu'on arrive à différencier. Ça pour moi c'est important parce que c'est justement ces variables qui nous permettent de les réinjecter ou de les réinterroger lorsque nous interrogeons des morphologies spatiales ou autres. Voilà, j'ai mis quelques extraits là à la fin, mais bon, c'est un peu. Il faut aller écouter, en fait, il y a différentes sons qui sont vraiment très intéressants. Alors, je pense par exemple à Turin, dans cette cour, il y a une très belle réverbération d'une voix d'un gamin qui est dans la cour. C'est Giuseppe Cavazza qui a fait cet enregistrement durant le confinement. Il y a des éléments de boulevard, de tours, de chemins, de différentes sortes de configurations qui sont bien révélées à travers certains de ces enregistrements. Et voilà en quoi l'usage de cette cartophonie se partage un petit peu des expériences permet peut-être différentes choses. C'est déjà de mieux rendre compte de ces différentes formes de porosité, de structures temporelles aussi et spatiales à travers le son. D'avoir aussi un recul, comme je le disais tout à l'heure, sur les transformations là, avec le temps, des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Là, c'est plus dans le long terme. Et c'est un récit aussi de l'espace. Je sais que certains de nos enregistrements, par exemple, illustrent par exemple aux Halles qui ont été complètement transformées à Paris, n'ont plus rien à voir avec ce
qui pouvaient être ce qu'on avait pu analyser à l'époque où on les avait étudiés, ces grands espaces souterrains. Donc il y a voilà, une espèce de recul comme ça qui est permis par cet archivage sonore, on peut dire ça comme ça, argumenté aussi pour ce qui nous concerne par rapport aux espaces construits. Voilà. Je m'arrêterai là. Donc s'il y a des questions, c'est le moment et j'essaierai de les retranscrire le plus vite possible. Oui, c'est cartophonie.fr, tout simplement. Et je crois que là, je m'y suis branché plusieurs fois, il marche très bien. Sans espace, évidemment. Oui, on peut participer justement. On peut participer. Il faut cliquer sur le plus. Voilà. Il faut cliquer sur le plus et en fait, à ce moment-là, vous accédez à tout un. Alors, oui, c'est très. Nous, on demande des métadonnées, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de poser un son comme sur certains sites et puis de rien en dire. Non, c'est d'essayer d'expliquer finalement pourquoi ce son-là, qu'est-ce qu'il illustre. Est-ce que, c'est vrai par exemple qu'on essaye parfois de dire il y a tel ou tel type d'effet sonore ou d'autres éléments, ou alors il y a cette. Disons, ça peut être intérêt pour un certain type de pratique, comment elle se déroule, comment elle se configure par le son, ou alors justement ces données spatiales qui sont pour vous importantes, puisque c'est aussi pour constituer des références en la matière qu'on a fait ce travail. Donc voilà, une fois que votre enregistrement est déposé avec les métadonnées, voilà, on écoute, on regarde, on demande parfois des compléments ou pas, et ensuite on les valide. Voilà. Donc oui, ça a été facilité. Voilà, il y a une durée. Alors c'est un débat qu'on a eu. Quelle durée doit-on privilégier? C'est vrai qu'on a limité en fait un poids en kilooctets, dont j'ai oublié d'ailleurs l'exacte définition. Des types de données sonores qu'on souhaite privilégier? Non, en fait, c'est ouvert puisque en fait, précisément, c'est ce qui est le centre d'intérêt qui peuvent être très très différents, et c'est ce qui fait peut-être la richesse de ça. Oui, il y a quelque chose, il y a un problème. Moi, j'entends pas. Hein. Moi, je m'interrogeais par rapport aux enregistrements pris au balcon ou dont on entend les balcons, et sur les effets de hauteur dans le son. C'est François Perrache qui nous disait dans un stage qu'en fait, on n'entend pas l'effet de hauteur dans les enregistrements sonores parce que les micros rendent l'effet gauche-droite. J'entends pas. Mais pas forcément au bas. Voilà, donc je voulais savoir comment est-ce qu'on entend la hauteur dans le son, comment il l'analyse. Les effets de hauteur, peut-on les entendre? Les rendre? Oui, les effets de hauteur s'entendent très très bien. En fait, on a fait plusieurs expériences comme ça d'enregistrement à des étages différents. Et on arrive à rendre compte. Alors d'ailleurs, il y en a un qu'il faut qu'on mette parce qu'il n'a pas été encore déposé, mais où on change quand même singulièrement notre rapport à la ville par la hauteur avec le son, en attrapant beaucoup plus d'éléments lointains, de profondeur, de choses comme ça, évidemment en montant, et avec cette qualité du son un peu indirect qui est propre à l'éloignement des sources qui sont situées en bas, plus proche du sol. Donc il y a des
des effets dus à la hauteur qui sont très très spécifiques. Et puis c'est pour ça qu'on s'était intéressé à ces idées de balcons, de fenêtres, etc. En se disant, pour ma part, que il y a vraiment justement peut-être différentes manières de les traiter en fonction de l'auteur. Voilà. Et que c'est un rapport à la ville qui se modifie à travers ces différences de hauteur. Mais on entend l'éloignement, mais est-ce qu'on entend vraiment qu'on est en On peut même travailler plus finement encore. Oui, mais je ne vous entends pas. Mais est-ce qu'on entend vraiment qu'on est en haut? Oui, on peut travailler plus finement au niveau même corporel. Est-ce qu'on entend vraiment la hauteur? Une hauteur, c'est un éloignement du sol, donc ouais, excusez-moi, je suis peut-être trop physicien, mais bon, la chose est... Il y a deux phénomènes en fait qui se conjuguent, c'est la distance par rapport au sol et les sources immédiates, et puis il y a l'absence d'obstacles pour les sources les plus éloignées. Donc est-ce que là, après ça, je ne sais pas si on entend vraiment la hauteur, parce que là c'est une question complexe, parce que les notions spatiales elles sont quand même basées sur l'expérience visuelle. Ça je ne saurais pas, il faut lire la phénoménologie du son de Cassetti pour voir s'il y a vraiment un espace sonore ou pas. Pardon, du point de vue phénoménologique. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est ce changement de composition entre les graves, les aigus et les sons directs, les sons réverbérés, qui effectivement donnent des indices d'enveloppe, en tout cas, si ce n'est de hauteur, et qui va beaucoup se modifier. Moi, j'avais fait une autre expérience, alors vraiment à l'échelle du corps, parce que je me disais, voilà, quand on travaillait sur les jardins partagés, je me dis, en fait, nous, là, on est en train de rester debout. Maintenant, si je me mets comme le gars qui travaille la terre à côté, et si je me mets au sol, c'est-à-dire que cette fois, ma tête, elle n'est pas à 1,70 m à peu près, mais si je la mets à 50-60 cm. Donc, je fais l'enregistrement. Et là, aux surprises, parce que je le sentais, mais évidemment, la propagation n'est pas la même à 50 cm du sol et à 1,70 m de hauteur. Et donc, il y a une différence qui est propre à cette proximité du sol, avec une absorption un peu plus importante. Je parle des jardins, donc il y a de la terre et pas du sol minéral. Hein. C'est important, la terre, le végétal, toutes ces choses-là. Donc. Et du coup, c'était assez intéressant, ça. Je ne sais pas si je l'ai mis sur, mais je crois que je l'ai mis sur. On entend la différence d'audibilité simplement par ce changement de posture du corps. Alors, c'est pour ça que dans les éléments que j'évoquais du point de vue de l'architecture, ces éléments de micro-morphologie ou de morphologie proche du corps qui sont intéressants, parce que justement, ça permet de travailler du point de vue de l'acoustique d'une manière plus proche de ce que nous pouvons faire dans l'espace. Voilà, qu'est-ce qui se modifie dans des dimensions parfois assez faible, en fait. Et c'est d'ailleurs souvent là que, du point de vue acoustique, les choses se passent. Hein. Si je marche près d'une paroi ou si je m'en éloigne, il y a beaucoup de choses qui changent assez rapidement, alors que à grande distance, c'est parfois plus complexe, moins évident. Donc voilà, ce sont des choses qui apparaissent en termes, qui ne sont pas intéressantes parce que c'est corrélé à ce que nous faisons, c'est-à-dire à la manière dont nous habitons
bon les choses. C'est vrai, la situation technique. Merci.